au niveau de ça, c'est vraiment très très large et encore une fois, ça dépend. Un complément alimentaire est issu entre guillemets, d'une origine naturelle. Quand on prend le hareng, c'est un poisson qui est très riche en créatine, qui est un complément. Quand on prend le saumon, très riche en oméga 3, qui est un complément. Il y a énormément de compléments. Maintenant, dans une journée, je pense qu'on ne peut pas, on peut pas assimiler toutes les entre guillemets, nutriments qu'il y a, tous les compléments, tous les aliments. On peut pas manger du saumon, du thon, du hareng, on ne peut pas, c'est impossible. Et en plus, notre mode de consommation, il y a encore plein de choses. Donc, il est intéressant de prendre quelques compléments par rapport à notre objectif, encore une fois, notre cycle de travail. Et clairement, oui, quelqu'un qui ne fait pas de sport, ça va être dangereux pour les reins, il va avoir une surproduction et une surconsommation. Par contre, quelqu'un qui fait du sport et qui sait comment s'entraîner, qui sait bien doser les grammages, pour moi, il y a zéro problème. Oui, alors c'est vrai qu'on diabolise souvent les compléments, comme quoi c'est dangereux, etc. pour la santé. Non, c'est de la protéine de lait issue du monde animal ou végétal. Après, ça, c'est à vous de choisir ou non ce que vous souhaitez. Cas pratique, comme disait Quentin aussi, c'est vrai que pour les personnes qui sont assez, qui ont un planning très chargé, bah, ce serait peut-être plus optimal pour eux entre les repas d'avoir un shaker avec de la poudre et de l'eau dedans ou du lait et de le boire directement à la place de se balader par exemple avec son morceau de poulet, etc. C'est beaucoup moins pratique, peut-être aussi moins digeste pour le poulet sur une collation à 4 heures de l'après-midi par exemple. Donc là en l'occurrence, c'est plus intéressant de prendre du protéines de lait du monde animal ou végétal. Après, garder quand même une alimentation qui est de base naturelle et brute. C'est pas je remplace mes protéines par mon shaker, non, non, je garde à peu près 2 tiers pour moi de protéines animales ou végétales bien brutes. Et un tiers, on peut faire en protéines, entre guillemets. Effectivement, ça c'est une très bonne chose que les compléments ne viennent pas en substitution des repas. Il faut garder toujours d'origine brute. Bah, de toute façon, si on part du principe que les gens souhaitent augmenter leur masse musculaire ou du moins la conserver, parce qu'il y a toujours cette peur du catabolisme musculaire, etc. Encore une fois, l'alimentation régulière avec des repas équilibrés, normalement, c'est censé quand même vous apporter quelque chose de complet dans votre journée. Après, encore une fois, une question de planning, etc. Vous pouvez ajuster le grammage au niveau de la whey étant de la protéine de lait. Et donc, du coup, directement, ça va être hyper intéressant de prendre un shaker de whey par exemple, donc qui est composé de protéines et aussi un petit peu de sucre également, après l'entraînement pour aller chercher cette fameuse fenêtre anabolique où on va aller chercher justement à augmenter cette masse musculaire après l'entraînement. Surtout que l'entraînement est un stress pour l'organisme et du coup de recharger en protéines, là ça pourrait être intéressant pour... Ça peut être le même cas par exemple pour la créatine. La créatine, quand on fait, imaginons, surtout pour les mecs qui font de la force, pour les femmes qui font de la force, on va ce qu'on appelle épuiser les stocks de phosphocréatine. Elles vont se refaire à peu près en 48 heures. Le fait de reprendre la créatine, le soir entre 3 à 5 grammes à peu près, va vous permettre de remplir les stocks et donc du coup le lendemain d'avoir à peu près une énergie qui est similaire, voire peut-être même meilleure. Donc c'est vraiment un complément, mais qui va aussi beaucoup servir pour ceux et celles qui poussent très dur à la salle et qui y vont vraiment. Voilà. Après, si voilà, on y va tranquille, pas obligé, mais si vous avez des vrais objectifs, vous voulez vraiment vous dépasser, ça va vous apporter une grande aide. Comme a dit Max, voilà, c'est la whey au niveau de la supplémentation, au niveau des protéines, c'est super intéressant. Là encore, ça dépend. Je pense qu'il y a plusieurs formats. Vous avez du full body, du half body, du split. Split, du coup, c'est un travail de chaque groupe musculaire par jour. Pour moi, par exemple, un format half body qui est bas du corps, haut du corps, enfin inverse, bas du corps, haut du corps, pardon. Pour moi, je partirais sur 4 séances par semaine, par exemple. 2 séances haut, 2 séances bas. Sur un format full body, je partirais sur 3-4 séances par semaine. Sur un format split, plus 5. Alors, ça dépend vraiment si tu voulais privilégier. Après, en termes de durée, je vais te laisser répondre, mais je pense qu'on va être d'accord là-dessus. Oui, après, je vais revenir un peu sur la fréquence un petit peu au long de la semaine. Effectivement, comme disait Quentin, ça c'est
plus ou moins la méthodologie qu'on va apporter sur les entraînements, mais ce qui va être super important, c'est de s'adapter au profil. Si on a un profil débutant, forcément, on va pas lui mettre 5-6 séances directement dans la semaine. On va essayer d'adapter et surtout en fonction de son planning aussi. Il faut que la personne elle soit à l'aise avec les séances. Il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut que ce soit quelque chose qu'elle puisse faire dans la semaine. Donc ça dépendra aussi du profil, de savoir s'il y a eu du passé sportif, etc. Et avec ça, du coup, effectivement, si on parle un petit peu de la durée de séance, c'est vrai que moi je préconise de mon côté de ne pas dépasser 1 heure pour diverses raisons. C'est qu'on a des différentes stimulations hormonales dans la séance et généralement à 45 minutes, 1 heure, on a une augmentation drastique de la cortisol qui est une hormone du stress et qui du coup impacterait négativement le corps. La testo qui descend, le cortisol qui C'est monte. exactement ça, ouais. Donc 45 minutes, 1 heure, c'est largement suffisant. Après, il peut des fois qu'on fasse 1 h 15 si on est en forme, mais c'est un marathon la musculation comme tout sport. Donc ne soyez pas 2 heures de séance, ça sert à rien. Vous allez tenir peut-être 2 semaines et après ça va s'arrêter. Donc prenez 1 heure, soyez régulier, faites pendant un an et ça paiera. La discipline. C'est ça. Il y a plusieurs activités à privilégier. Moi, je pars du principe que ça dépend de ce que vous recherchez, de ce que vous voulez, sachant que on a différentes formes de cardio. On peut passer par le cardio plus ou moins linéaire, longue durée. On va être sur un format plus ou moins aérobie, où là, vous allez chercher à soit de la course à pied, sur 45 minutes, 1 heure, sur du vélo, même au-delà d'1 heure, de toute façon, dans tous les cas. Et on va majoritairement prioriser les graisses. Donc après, ça dépend de ce que vous recherchez, ça dépend de votre objectif. Et encore une fois, après, si vous souhaitez... Moi, je pars du principe que je pense que les deux sont bien corrélés entre du cardio linéaire, faible intensité à modéré, et tout ce qui va être cardio haute intensité. Par exemple, là où vous allez chercher à brûler un peu plus de sucre et que du coup, il va y avoir une influence sur le métabolisme qui va être beaucoup plus haut 48 heures après l'entraînement. Comme il a dit, de toute façon, le foncier, c'est pour des gens, imaginons, qui veulent débuter ou même qui veulent perdre du poids, de la graisse, c'est super intéressant. C'est peu coûteux en énergie parce qu'on utilise comme substrat l'oxygène. Par contre, voilà, tout ce qui est format HIIT, format 45-15, tout ce qui est lactique, du coup, on est sur un substrat qui est lactique. Donc forcément, plus coûteux en énergie, plus coûteux en glucides, mais aussi du coup, le métabolisme pendant 48 heures, il continue à brûler. Donc après, il faut savoir aussi, est-ce que je mets ma séance de HIIT le lundi ou le vendredi? Qu'est-ce que je fais le week-end? Comment je planifie mes séances? C'est aussi important. Parce que souvent, le foncier peut aussi être apparenté à entre guillemets, du cardio de récupération. Voilà. Ça dépend comment vous mettez votre intensité. Et il fait bien de le dire que c'est vrai que le cardio haute intensité souvent a tendance à impacter un peu plus le corps. Donc en l'occurrence, le mettre de manière intelligente de façon à pas, comment dire, à ne pas être contre-productif sur la semaine globalement. Modèle de chaussures, ça dépend de votre sport. Sincèrement, si on parle d'une salle de sport, sur un tapis de course, à privilégier, je pense, les chaussures de running, qui avaient quand même une mousse épaisse ou un gel épais. Parce que tout ce qui est choc, vibration, du coup, au niveau des ménisques, au niveau de l'articulation, c'est super important. Donc à privilégier. Après, pour tout ce qui est, imaginons, on travaille pour les musculeux qui veulent travailler pour leur squat, pour leur soulevé de terre, chaussures plates, Converse ou quoi, ou même sneakers. Après, CrossFit, ça c'est plus son domaine. Je partirais sur les Metcon, je sais pas ce que t'en penses, Metcon. Oui, les Metcon c'est un peu la base. Après, c'est vrai qu'on retrouve un peu des chaussures plates et rigides généralement. Après, donc c'est vrai que c'est bien pour tout ce qui va être stabilisation, stabilité générale du corps, pour exercer des mouvements à haute fréquence. Donc finalement, oui, des chaussures plates et rigides. Et c'est vrai, comme disait Quentin, si vous voulez toujours avoir un effet durable, d'avoir des articulations, bah voilà, hein, de ne pas vous faire mal généralement aux ménisques, etc. Notamment chez les coureurs, on trouve souvent le syndrome de l'essuie-glace, des choses comme ça. La chaussure, elle y est pour beaucoup, donc prendre des chaussures bien épaisses, bien souples comme il disait, et de toute façon, dans tous les cas, vous allez pouvoir durer autant de temps que vous voulez. Après, le meilleur travail restera, et nous deux, je pense qu'on est d'accord là-dessus, le travail pieds nus, d'accord? Bien souvent, que vous ayez le pied plat, le pied même courbé, le travail pieds nus, c'est super bien. Du footwork, donc le travail de course pieds nus, ça peut être intéressant. Commencez d'abord dans l'herbe, plus que sur un tapis. Du travail même de soulevé de terre, de squat pieds nus. Enfin, votre pied, c'est la meilleure chaussure du monde. Voilà. Ou après, je pense qu'avec la sédentarité, avec le boulot,
voilà, on a des chaussures, c'est normal, mais ça reste le plus important. Oui, et puis Donc, les chaussures, elles sont conçues de manière très très design avec la fin de la chaussure qui est quand même assez étroite. ouais. Du coup, les doigts de pied s'enfourchent et du coup, on retrouve des pathologies aussi au niveau des doigts de pied. Donc, c'est pour ça que c'est bien de travailler à même le sol pour optimiser les performances. C'est la fameuse question, ça, on a souvent, ça me... Exactement, question où les gens ils ont des idées reçues là-dessus. Pour moi, quand tu vas en salle de musculation, tu travailles. En fait, le corps est un culte. Donc après, tu as le choix des exercices. Si tu choisis de ne pas, entre guillemets, isoler les parties bras, ou alors tu peux les travailler secondairement. Dans tous les cas, ils travaillent secondairement quand tu fais du tirage, quand tu fais de la poussée, etc. Donc après, c'est ton choix d'exercice ou le choix du coach qui te permettra d'harmoniser ton corps et que tu sois à l'aise finalement dans ton corps, quoi. Oui, bien sûr. Après, voilà, je sais que ça fait peur à beaucoup de femmes de prendre des bras, de prendre trop d'eau, de prendre trop d'épaules. Si vous faites 2 séances haut du corps dans la semaine, vous n'allez pas avoir un dos énorme. On retrouve souvent dans le milieu sportif des alimentations qui sont hyper protéinées. Donc en l'occurrence, c'est une bonne chose pour maintenir la masse musculaire. Donc c'est quelque chose quand même qu'on recherche beaucoup. Donc ça serait en avantage, ça serait vraiment de maintenir un taux de protéines assez élevé pour la conserver, que ce soit pour une approche bodybuilding ou pour des sports collectifs par exemple. Parce que forcément, s'ils ont plus de masse, ils produisent plus de force. Et là, c'est déjà bien plus intéressant. Après, pour moi, l'inconvénient d'avoir des choses comme ça hyper protéinées, c'est surtout, faut boire énormément d'eau. Et à l'usure, je pense que les reins peuvent s'affaiblir un peu plus rapidement que la normale. Je sais pas ce que tu en penses. Je suis d'accord avec toi par rapport à tout ça, par rapport aux reins, par rapport aux effets secondaires. Et puis surtout que par rapport au sport, le régime alimentaire va changer. Nous en musculation, c'est sûr qu'on va manger plutôt protéiné, mais un marathonien, il va plutôt manger au niveau des glucides, moins de protéines. Vous prenez un bodybuilder, protéines et lipides, on est là-dessus. Donc vraiment, ça dépend vraiment de votre profil et de votre sport en fait. C'est vraiment par rapport à ça. Après voilà, gardez vos macronutriments qui sont glucides, lipides, protéines, surtout légumes. Puis après, pas dans l'excès. Et voilà, il nous faut quand même, par contre, voilà, ne diabolisez pas la viande ou les protéines animales ou végétales parce qu'il nous en faut, on en a besoin. Surtout, il faut apporter un équilibrage. Vraiment, il ne faut pas négliger l'un ou l'autre. Il ne faut pas être carencé en soi quand on fait beaucoup de sport. Il faut être équilibré dans ses macronutriments, dans les lipides, les glucides et les protéines. Sachez que voilà, on n'est pas des sédentaires, on est des sportifs. Donc juste 2 repas par jour avec un peu de ça, un peu de ça, un peu de ci. Non, on a besoin quand même de plus, il faut se le dire, d'aliments et de nutriments qu'une personne normale qui ne fait pas de sport. Bien sûr. On n'a pas le choix. Donc voilà, c'est après à vous de gérer, à pas être dans l'outrance, à pas être dans l'extrême, mais voilà. Question intéressante parce que les deux vont de pair, mais il y a tellement de façons de le faire. Oui, et puis surtout qu'il y en a un qui vient plus dans un ordre que l'autre. Je pense que, tu vas être d'accord là-dessus, mais on voit beaucoup trop de mouvements qui sont techniquement pas prêts. Bien sûr. Et du coup, les gens, ils montent charge, donc ça s'appelle de l'ego lifting. Ouais, c'est ça. Exactement, et on trouve des gens qui sont complètement cassés, qui n'ont pas consolidé leur base, leur fondation finalement. Et c'est ce qui se passe maintenant à l'heure actuelle. C'est que je pense que c'est une question de business, et que les gens ils veulent soulever très 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 lourd pour leur ego, mais finalement il n'y a pas les bases qui ont été construites au préalable. Sur un squat, votre muscle il va du début jusqu'à la fin du squat. Donc, on descend bien. Après, si vous avez des problèmes au niveau des genoux, au niveau des hanches, je comprends. Mais plus un mouvement aura une amplitude et une technique impeccable, plus vous allez recruter du muscle. Même si la charge est un peu moins lourde. Je sais qu'il y avait une étude qu'ils avaient pris des nageurs, 2 groupes de nageurs, et en fait pendant 6 semaines, ils avaient fait en fait les mêmes exercices, sauf que tu en as qui mettaient très lourd, avec moins de technique, et moins du coup de tempo, et d'autres qui mettaient légèrement moins lourd, je crois 10 ou 15%. Et par contre, ils avaient un tempo beaucoup plus lent et une technique beaucoup plus irréprochable. À la fin du test, donc au bout des 6 semaines, ils ont refait des tests maximaux sur coucher, squat, rowing. Le groupe qui avait mis moins lourd mais plus contrôlé avait en moyenne 10% plus de force que le groupe qui avait mis lourd sans contrôler. Donc encore une fois, Bien sûr. Comme a dit Max, l'importance technique et le contrôle, c'est le plus... Bien sûr, et puis la charge, je pense que c'est un paramètre d'entraînement qui doit être pris en compte à la fin.
d'abord la technique, le tempo, etc. Et après, à la fin, on peut charger et on peut ajouter de la vitesse. J'adore cette question parce que, je vais reprendre une phrase que j'avais entendue et qui m'a beaucoup aidé. C'est on ne fait pas de musculation, on ne fait pas du sport finalement pour avoir de gros bras et de gros biceps. Je pense que la musculation, c'est bien plus profond que ça et c'est surtout dans un aspect de se dépasser, de reprendre confiance en soi pour des périodes qui ont été difficiles. Et ça, c'est une très bonne chose. Voilà, qu'est-ce que t'en penses, Quentin? Donc je suis d'accord avec toi, en fait, c'est comme on dit, un esprit sain dans un corps sain. Ça va de pair. Donc, le sport, la vie à côté, l'équilibre, la psychologie, ça va jouer sur tous ces aspects-là, d'accord? On n'est pas, voilà, on n'est pas des ovnis, on est comme vous, on est des sportifs, juste que c'est un équilibre. Et pour moi, c'est plus qu'aller à la salle de sport, c'est un mode de vie. C'est ça. Que vous fassiez du foot, de la boxe, de la danse, faites juste un sport qui permet de vous extérioriser, permet de vous exprimer. Nous, on a choisi la musculation et le fitness, et n'importe quel sport a cet effet-là. Bien sûr, et c'est une vraie thérapie. On retrouve quand même des grosses valeurs dans le sport, notamment avec la discipline qu'on a. On s'inflige, ok, certes, beaucoup de stress dans l'organisme, mais à la fin, on est fier de nous. Et puis, c'est ces disciplines-là qu'on se crée, finalement, on l'a et on la transpose ailleurs. Donc, c'est vraiment un mode de vie, comme disait Quentin. Alors moi, au niveau de l'alimentation, sincèrement, bon, chaque profil est différent. Il y en a qui font des jeûnes intermittents, il y en a qui ne mangent pas le matin, d'autres pas le midi. Maintenant, avant l'entraînement, il y a deux choses à savoir. Imaginons que vous entraînez, je sais pas, à 16 h, d'accord? Si vous mangez à midi, vous allez manger souvent des glucides complexes. Donc, qui dit glucides complexes dit sucre lent. Pâtes, riz, avoine, tout ce qui est céréales, ok? Ça, on a un temps de décomposition et d'assimilation entre 2 à 6 heures. Donc si en gros vous faites une séance à 16 h et que vous mangez à midi, c'est bon, vous aurez de l'énergie. Par contre voilà, si vous voulez aussi, et vous avez du mal à avoir de l'énergie avec ces glucides complexes, avoir un petit regain entre guillemets de, comment dire, d'adrénaline, on va dire ça, vous pouvez aussi manger des glucides simples. Ok, les glucides simples, ce sont les sucres rapides, qui sont du coup le miel, les fruits comme une pomme, une banane, etc. Mais bien une heure avant, pour laisser quand même le système digestif le digérer, du coup que le sang soit pas vraiment tout accumulé dans l'estomac et bien dans les muscles. Je sais pas ce que tu en penses par rapport à ça. Effectivement, je pense qu'on retrouve sur une assimilation lente sur des glucides complexes. Si on mange à midi par exemple, on trouve quand même de très forts ballonnements si on s'entraîne directement après, donc c'est pas conseillé, surtout pour la performance. Les glucides simples, comme disait Quentin, sur tout ce qui va être sucre, etc. Fruits secs est à consommer avant l'entraînement, 1 heure. Donc c'est une très très bonne chose, surtout que si on souhaite performer dans l'activité en question ou dans la séance, il vaudrait mieux justement avoir un regain, un boost d'énergie pour qu'elle puisse se passer correctement. Puis même tu m'avais dit par rapport aussi à l'insuline, ça pouvait jouer. Effectivement, l'insuline, surtout sur des sucres rapides, ça monte beaucoup. Donc en l'occurrence, c'est pour ça qu'il faut privilégier avant l'entraînement, ne pas en prendre en mode grignotage dans la journée, sans entraînement derrière, puisque là du coup, forcément, si ça monte, l'insuline, ça redescend. Et quand ça redescend, on a souvent un petit coup de pompe. Donc à limiter les sucres rapides dans la journée s'il n'y a pas de sport. On est d'accord que ce soit fructose, saccharose, du sucre rapide, c'est pas voilà. Même Yes. si des fruits, les fruits c'est bon, mais pas imaginons en grignotage. C'est quelque chose qui va s'apporter dans l'alimentation du sportif. Et c'est pas je mange un fruit, c'est comme si j'avais pas mangé un gâteau, c'est la même chose. Effectivement, ouais, et je pense qu'on part du principe que tout est à consommer avec modération. Donc quand c'est dans l'excès, même les bonnes choses, c'est pas bon. Ma réponse perso, elle est non, on peut pas cibler une perte de poids. En l'occurrence, par rapport à la répartition des graisses selon les différents types selon le corps humain, si on est plutôt du type gynoïde, style poire, souvent qu'on retrouve chez les femmes, ou style androïde pomme qu'on retrouve souvent chez les hommes. Donc du coup, par rapport à la répartition, souvent c'est une perte qui est globale. Et malheureusement, je suis navré de vous dire, mais vous allez perdre à l'endroit où vous désirez le plus à la fin, puisque c'est là où vous stockez le plus de graisse.
T'en penses? C'est le lot de la génétique. Il y a des gens, imaginons, ils ont des tailles en V parce qu'ils n'ont pas de gras au niveau du bas du ventre. D'autres, ils ont des tailles en H par rapport à leur clavicule. En fait, la perte de graisse, comme disait Max, en fait, elle n'est pas localisée et c'est pas vous qui décidez. Par contre, la prise de muscle est localisée. Si, imaginons, vous avez des grosses cuisses, vous voulez les muscler, vous pouvez. Mais si vous voulez perdre du gras, c'est le corps qui décidera. Après, sachez que 1 kg de muscle, en termes de volume, c'est beaucoup moins grand qu'un kilo de gras. Donc il faut mieux être musclé que gras. Bien sûr, souvent on se dit, le muscle c'est quand même une forme très dense, c'est très très dense, et comme disait très bien Quentin, vous pouvez retrouver des personnes qui ont l'air d'être très athlétiques et qui ont du poids corporel assez important et qui sont souvent des fois sur l'IMC en surpoids. Tout ça veut rien dire, c'est pour ça qu'il faut du coup que le volume musculaire est pour moi la chose la plus importante pour brûler des calories. De toute façon, l'IMC, pour moi, c'est quelque chose qui est pris en compte pour les sédentaires, entre guillemets. Quand je dis sédentaire, c'est les non-sportifs. Voilà. C'est une bonne valeur, mais du moment qu'on commence à faire un sport, si on prend un marathonien, sur l'IMC, il est bas. Si on prend un bodybuilder, sur l'IMC, il est au-dessus. Comme disait Max, c'est par rapport à la composition corporelle. Si vous avez, sur un corps de 100 kg, 80 kg de muscle et un peu de gras, vous avez un bon corps. Si par exemple vous faites 100 kg ou vous faites que 50 kg de muscle, là il y a un problème. Okay, mais l'IMC sera le même, parce que vous ferez 100 kg avec la même taille et le même âge. Voilà. C'est bien à différencier au niveau de la composition. Yes. Pour moi, une salle, qu'est-ce qu'il faut? Des machines adaptées, un espace quand même assez considérable, une densité importante de machines, une ambiance, c'est ce qu'on retrouve, et des coachs qui peuvent être là à tout moment. Pour moi, clairement, c'est qui n'ait pas commencé la salle à Fit Center, il y a des choses que j'ai pas retrouvées. Fit Center, quand je prends la salle, il y a une ambiance familiale quand même sur le plateau, il y a une ambiance en cours collectif, il y a des cours de qualité, il y a des coachs polyvalents qui ont chacun leur domaine différent, il y a une salle assez dense, avec des machines quand même qui sont plutôt pas mal. Précor, c'est quand même une bonne marque. Alter, des barres qui sont bien, plusieurs barres olympiques. Et puis c'est une salle qui a envie de se développer. Comme on voit l'espace cross-training, il y a un an il n'y était pas, donc je pense que pour moi, je sais pas ce que tu en penses, hein, mais c'est une salle qui réunit vraiment tout ce qu'il faut. Bien sûr, dans le secteur, souvent on ne retrouve pas ces mêmes choses-là, et là on a une certaine polyvalence finalement dans ce sport avec l'espace cross, l'espace musculation, l'espace corps collectif. Et comme disait Quentin, ce qui est bien, c'est qu'on a chacun notre approche, notre vision du sport. Donc du coup, après, on peut retrouver tout ce qu'on veut finalement dans l'enseigne. Il y a cette polyvalence dont on parlait avant, tu vois, donc vraiment pour moi, Fit Center réunirait tous ces points-là. Voilà. Après, si vous voulez être seul dans votre bulle, c'est sûr que c'est pas la meilleure salle, mais bon, si après vous voulez avoir de l'ambiance, un contact humain, et puis des coachs aussi qui sont à votre disposition, parce que nous aussi on est là, pour vous donner des conseils, pour vous faire dépasser, quoi, clairement. Donc, Bien sûr, pour la performance, je pense que c'est bien d'avoir des coachs à disposition, surtout qu'à un mouvement, il doit être bien techniquement, et puis d'avoir un coach à disposition dans la salle qui tourne, c'est hyper intéressant. Venez nombreux à Fit Center. Venez nombreux à Fit Center. Venez, ouais. Et on espère avoir répondu à vos questions sur tout ça, des questions générales. Merci aussi à Max, merci à Kylian aussi qui est là. Merci à vous encore d'être là. Et puis si vous souhaitez plus de conseils ou même d'autres questions que vous souhaitez nous poser, on est sur le plateau et on vous attend, ça sera avec grand plaisir en tout cas. À plus.